Salut les topiens! Aujourd'hui, on va regarder ensemble les images qui ont fait rêver des milliers de fans Disney à travers le monde. Cette semaine, c'était Oriental Land Company, les propriétaires de Tokyo Disneyland et de Tokyo DisneySea, qui dévoilaient l'intégralité des attractions, des concepts, des histoires, des images du land Fantasy Springs, qui est le land Disney le plus attendu en 2024. Il ouvrira le 6 juin 2024. C'est comme je vous le disais avec Tiana's Value Adventure qui ouvre du côté des parcs occidentaux, la nouveauté la plus attendue dans les parcs à thème pour plusieurs raisons. Et d'abord la première, c'est l'investissement fait sur cette zone. Plus de 2 milliards de dollars investis sur cette zone. En comparaison, l'extension des Walt Disney Studios qui inclut le Avengers Campus, la troisième zone thématique et le World of Frozen a coûté plus de 1,4 milliard d'euros. Et puis, l'autre particularité de cette extension, c'est que contrairement aux autres nouveautés des parcs Disney, notamment dans les parcs Disney occidentaux, on mise beaucoup moins sur des licences emblématiques, disons à la mode, Marvel, Star Wars, Frozen. Fantasy Springs explore plus les univers des classiques d'animation, jusque-là pas forcément adaptés de cette façon-là dans les parcs à thème. Et c'est d'ailleurs un land qui ne se concentre pas sur un seul univers, comme c'était le cas par exemple avec des lands comme World of Pandora, Galaxy's Edge ou plus récemment des lands comme Zootopia. Ici, c'est un land qui mélange plusieurs univers avec un concept unique au monde pour un parc qui est déjà unique au monde, qui est le fameux parc Tokyo DisneySea. Fantasy Springs va accueillir une zone sur l'univers de Frozen, qui jusque-là n'est pas forcément originale, mais quand on va se plonger ensemble dans l'histoire, vous verrez que en fait c'est une zone qui sera assez différente de celles qui sont actuellement développées à Hong Kong et à Paris. Une zone sur l'univers de Réponse, avec la toute première attraction tirée de cet univers. Et oui, il aura fallu attendre plus de 10 ans pour avoir une attraction Réponse. Et enfin, le retour de Peter Pan dans les parcs à thème, avec là aussi 2 attractions inédites pour cette zone-là. Et un décor qui avait été jusque-là très rarement dupliqué et qui existait de moins en moins dans les parcs à thème, mais qui existe néanmoins à Disneyland Paris dans Adventureland. Et c'est pas tout, puisqu'il y aura aussi un hôtel, le Tokyo DisneySea Fantasy Springs Hotel. Puis bien entendu, tout ça s'accompagne d'offres de restauration, de boutiques, et surtout, toute cette zone va ouvrir en même temps et non pas en plusieurs étapes. Et l'attente des fans est tellement forte qu'il y a même un système de réservation qui a été mis en place. Un conseil, reportez peut-être votre visite en 2025, puisque certains visiteurs ne sont pas sûrs de pouvoir avoir des places, alors que pourtant ils ont quand même réservé leur place pour juin 2024. Les images qui ont été dévoilées, c'est des images du land, actuellement toujours en cours de construction, mais dont les décors sont désormais pratiquement visibles dans leur entièreté. Et puis, il y a eu aussi plein de révélations sur les noms des attractions, les histoires racontées à l'intérieur, la durée des attractions, les principes techniques, les concept art qui jusque-là n'avaient pas été dévoilés. Et je vous propose qu'on fasse un topo de tout ça parce que moi je me suis régalé à découvrir ça et donc on le repartage ensemble. C'est parti. On va d'abord s'intéresser à la zone la moins intéressante, mais malgré tout originale. Il y aura donc un univers sur Frozen qui va s'appeler Frozen Kingdom, le royaume de la Reine des Neiges. Ces zones Frozen, vous le savez, sont développées dans tous les parcs Disney du monde en ce moment, Hong Kong Disneyland, Epcot Frozen Ever After. Chez nous, c'est à Disneyland Paris dans l'extension des Walt Disney Studios. Mais sauf qu'ici, l'attraction n'est pas tout à fait la même, du moins dans son histoire et dans la chronologie. Néanmoins, les événements se passent après la fin du premier film. Ici, les guests sont invités à visiter le royaume d'Arendelle, qui est en ce moment dans une ambiance un peu festive, chaleureuse, de victoire face au méchant du film qui était Hans. Et le land, ici, rappelle quelle est la morale de l'histoire du film, c'est-à-dire l'amour qui unit Elsa et Anna, qui a permis de régler le conflit dans Arendelle. C'est la ligne directrice de ce land. Et c'est là qu'ils sont invités à monter dans l'attraction qui s'appelle Anna and Elsa Frozen Journey. Donc on sait qu'il s'agit d'un boat ride qui dure plus de 6 minutes, pour être exact, 6,5 minutes. Chaque bateau pourra embarquer 16 visiteurs. Jusque-là, ça fait évidemment penser au fameux boat ride des World of Frozen qui existent déjà un peu partout dans le monde. Mais quand on se plonge dans l'histoire qui a été dévoilée dans le communiqué de presse de Oriental Land Company, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même attraction. C'est donc une attraction centrée sur Anna et Elsa et sur l'amour qu'elles se portent ensemble et les souvenirs d'enfance qu'elles vont partager au cours de l'attraction, ce qui sera donc un prétexte pour revivre les scènes emblématiques du premier film. C'est pas du tout ça l'histoire des autres World of Frozen. Les autres World of Frozen se déroulent en réalité après les événements du premier film et c'est une sorte de moyen métrage pendant un festival qui a lieu bien plus tard. Ici, on retourne dans le passé, dans la mémoire de Anna et Elsa pour se remémorer des souvenirs d'enfance marquants. Il y aura donc la musique Do You Want to Build a Snowman. Il y aura aussi For the First Time in Forever, Love is an Open Door. Il y aura aussi bien sûr Let It Go. Et enfin, le climax de l'histoire, contrairement aux autres attractions, c'est ce qui va se passer entre Anna et Elsa lorsque Anna se retrouve
complètement givrée et que Elsa vient la délivrer à l'aide de son amour qu'elle lui porte en tant que sœur. J'ai vraiment très hâte de voir cette version de l'attraction. Je comprends pas pourquoi Oriental Land Company a fait un choix si différent. C'était sans doute moins cher d'ailleurs d'aller chercher la version déjà développée par Frozen Ever After, mais là il y a encore le souci de l'originalité, de ne pas faire comme les autres. D'ailleurs, le décor du World of Frozen dans Fantasy Springs est un petit peu différent. Et puis, les expériences proposées dans le land seront aussi différentes, en plus de celles qui sont déjà proposées par l'attraction. Il y aura le fameux Royal Banquet d'Arendelle, qui permettra d'accueillir 570 couverts, qui sera donc un restaurant servi à table. Il me semble comprendre sur les images qu'il s'agit plutôt d'un quick service. Par contre, le décor est absolument incroyable, puisqu'on est là ici dans le château d'Arendelle, et on est accueilli par Anna et Elsa pour un déjeuner dans une sorte de salle des fêtes. Et puis, il y aura un autre espace de restauration qui va s'appeler Hawken's OK Foods, qui est détenu du coup par Hawken, et donc qui sera un autre espace de restauration vraisemblablement plutôt du snacking, et dont la spécialité sera le Hawken's Yohu Bread. Voilà donc pour Frozen, a priori la zone qui pourrait le moins nous intéresser, mais qui en fait sera finalement bien une zone exclusive avec une histoire exclusive. Je vous propose maintenant qu'on passe à la forêt de réponse. C'est le nom de cette zone qui accueillera donc la toute première attraction tirée de l'univers réponse. Il y aura bientôt une autre attraction réponse, ce sont les fameuses tasses, les teacups qui arrivent dans l'extension des Walt Disney Studios. C'est une toute autre ambition pour la licence, néanmoins elle sera présente à Disneyland Paris et ça fait plaisir. Le cœur de l'action pour cette zone réponse, c'est bien sûr le Festival des Lanternes. Et donc le Festival des Lanternes, c'est le nom de cette attraction. Rapunzel Lantern Festival, c'est le nom de cette attraction dans laquelle les visiteurs pourront entrer pour redécouvrir là aussi des scènes emblématiques du film, du classique d'animation. Il s'agit là aussi d'un boat ride, donc il y aura 2 boat rides dans cette zone Fantasy Springs. Un boat ride qui va durer 5 minutes et qui peut embarquer jusqu'à 16 visiteurs. En voyant ce concept art absolument magnifique de ce boat ride, j'ai la sensation qu'il s'agit d'une réplique du principe technique de l'attraction Pirates des Caraïbes à Shanghai Disneyland, qui paraît d'abord être une attraction somme toute classique avec des audio animatronics, mais qui mélange au fur et à mesure du parcours des décors et des écrans. Des décors particulièrement spectaculaires avec des écrans et les deux se mélangent très très bien et j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça en voyant ce concept art, mais peut-être que je me trompe. Il s'agit donc d'une balade romantique en gondole qui mènera bien sûr jusqu'au Festival des Lanternes et on revit avec Réponse le meilleur jour de sa vie, c'est-à-dire la rencontre avec Flynn Rider et la possibilité pour elle d'assister enfin au Festival des Lanternes depuis la gondole. Et donc les guests vont d'abord la rencontrer au niveau de la tour, là où elle vit. Il y aura la musique When Will My Life Begin, il y aura le moment où Réponse s'échappe de la tour, et puis il y aura bien sûr le climax de leur histoire lorsqu'elle chante I See the Light, et tout autour d'eux, les visiteurs vont assister à cette scène avec probablement des véritables lanternes qui vont s'envoler dans la salle. Je sais pas comment ils vont faire ça. C'est probablement l'attraction que j'attends le plus parce que je suis un fan du classique d'animation Réponse, et puis parce que plus je vois de concept art, plus je ressens que c'est dans cette attraction qu'il y a le plus d'émotions, avec évidemment cette scène qui sera donc la scène finale de l'attraction. Rares sont les attractions Disney sur lesquelles je peux vraiment avoir les larmes aux yeux. Il y a Flight of Passage bien sûr, et j'ai l'impression que cette attraction surfe un peu sur les émotions du fan Disney que je suis. Dans la zone réponse, il y a aussi le Snuggly Duckling, qui sera un quick service qui pourra accueillir jusqu'à 600 visiteurs. C'est tout simplement la taverne où tout le monde veut réaliser son rêve, et donc il y a plein de clins d'œil à tous ces personnages qu'elle rencontre dans la taverne, et j'imagine aussi qu'il y aura des extraits musicaux de cette séquence emblématique du film. Et enfin, l'attraction qui fascine tout le monde parce que c'était un choix complètement audacieux, la zone dédiée à l'univers de Peter Pan, qui va tout simplement s'appeler Neverland, avec le retour du Jolly Roger, et là j'ai l'impression que Oriental Land Company fait une sorte de provoque. Le Jolly Roger, c'était un décor emblématique des parcs Disney qui a été présent en Californie, un décor qui a ensuite disparu et qui revient là uniquement à Tokyo Disney Sea, qui existe encore bien sûr à Disneyland Paris. J'ai l'impression qu'il y a un regain de popularité de ce décor-là, oublié des parcs à thème et qui va faire son grand retour. C'est d'ailleurs un peu l'attraction qui manque à notre Adventureland, quand on voit que désormais il y aura donc une nouvelle attraction dédiée à cet univers, alors que, bien sûr, à Tokyo Disneyland, il y a l'attraction Peter Pan Flight, et c'est la seule zone thématique de Fantasy Springs qui comprend 2 attractions, une tirée de l'univers de Peter Pan et une autre tirée de l'univers de la Fée Clochette. Dans la première attraction, dont on sait déjà qu'il s'agit d'un ride, on ne sait pas exactement quel ride system, mais on sait que c'est un ride qui va durer 6 minutes et qui peut embarquer jusqu'à 12 visiteurs. On sait déjà que l'histoire permet aux visiteurs de rejoindre Peter Pan, la Fée Clochette et les enfants perdus dans une aventure épique à travers le pays imaginaire pour aller sauver John du capitaine Crochet et de la bande de pirates. Donc John a été kidnappé
Peter Pan en est informé, il informe les visiteurs et tout le monde embarque dans l'aventure à travers le bateau. Les visiteurs montent sur ce qui semble être un bateau. Et je pense qu'au cours de l'aventure, le bateau va s'envoler, un peu comme dans Peter Pan Flight, mais la technologie va être réimaginée. La fée Clochette, elle saupoudre le bateau de poussière de fée et on s'envole dans le ciel. Sur le parcours, on va bien sûr croiser Wendy, les sirènes, Lily et la tigresse. Et enfin, on pourra observer le Jolly Roger, qui sera lui-même présent dans le land, mais là en décor physique, le bateau du capitaine Crochet, et on pourra assister à une bataille avec les pirates qui s'ensuit. Pour moi, c'est juste un upgrade de Peter Pan Flight, mais pour le remettre au goût du jour en quelque sorte, et pour remettre en fait ces personnages emblématiques au goût du jour. Je vous parlais de l'attraction qui m'attire le plus en termes d'émotion, mais s'il y en a bien une qui m'attire pour à la fois le principe technique et puis pour voir comment ces personnages emblématiques sont remis en scène après des années où ils n'ont pas été utilisés dans les parcs Disney, c'est bien cette attraction-là aussi qui m'attire pour tout le mystère qui l'entoure. Et puis, il y a une autre attraction, un autre ride, mais là qui sera simplement dédié à l'univers de la fée Clochette, et qui est un univers quand même très développé grâce au film qui était basé exclusivement sur son propre univers. L'attraction va s'appeler Fairy Tinkerbell's Breezy Buggies. Donc c'est une attraction qui emmène dans Pixie Hollow, le monde des fées. Et dans cette attraction, les visiteurs montent à bord d'un véhicule qui a été fabriqué par Tinkerbell, qui s'appelle donc le Breezy Buggy, et qui nous permet d'aller explorer la vallée des fées et le changement des saisons dans la vallée des fées. C'est un peu l'histoire que d'ailleurs Disneyland Paris essaie de raconter à travers la Symphonie des couleurs. Tout le décor de la Symphonie des couleurs est en fait inspiré de Pixie Hollow, la vallée des fées, et est censé raconter le changement des saisons, incarné par les différents personnages qui incarnent ces fameuses saisons. C'est ce qui est censé raconter un peu l'histoire de ce décor, et si vous voulez comprendre un peu l'histoire de ce décor, attendez que la nuit tombe, et toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure, il y a un peu d'histoire racontée par la fée Clochette lors d'un petit happening sur Main Street. On sait que c'est une attraction qui dure très peu de temps, à peu près 2 minutes. Il n'y a que 4 visiteurs par véhicule, et je me demande s'il ne s'agit pas tout simplement d'un trackless, ou tout simplement un dark ride plus classique. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écran dans ce parcours, et qu'il s'agit de vrais décors. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis à Neverland, vous avez un premier espace de restauration qui s'appelle Lookout Cookout, qui a été imaginé par les Enfants Perdus, qui peut accueillir jusqu'à 200 visiteurs. Et puis vous avez un autre espace de snacking qui s'appelle Popcorn Wagon. Et enfin, Fantasy Springs a une séquence d'entrée absolument hallucinante, où les classiques Disney, ces personnages issus de la fantasy Disney, ont été sculptés dans la pierre sur une sorte de colline rocheuse, et qui semble prendre vie un peu par magie. Et il faut traverser en fait cette colline par le bas, pour ensuite rentrer dans ces différents univers. Vous avez aussi bien sûr des boutiques, la boutique principale du land qui s'appelle le Fantasy Springs Gift et une autre boutique qui s'appelle Springs Treasures, donc là qui mélange en fait les différents univers, c'est presque un parc dans le parc, c'est incroyable. Et puis vous avez aussi bien sûr l'hôtel du land qui est situé au fond du land, et les visiteurs d'ailleurs qui y dormiront seront directement installés dans ce land-là, donc Fantasy Springs. Cet hôtel, il s'appelle le Tokyo Disney Sea Fantasy Springs Hotel. Et puis en fait, vous avez 2 espaces dans cet hôtel, le Fantasy Château, où là en fait vous êtes dans des chambres standards mais qui coûtent apparemment déjà très cher. Et puis vous avez une autre catégorie qui s'appelle le Grand Château, où là vraiment on est dans des suites, dans de l'hôtellerie de luxe. C'est désormais un peu l'équivalent de notre Disneyland Hotel, puisqu'il met en scène les princesses Disney, dans un style bien sûr beaucoup plus fantaisiste, et donc l'architecture du bâtiment a été aussi imaginée pour intégrer la licence. Et c'est ce que je reprochais un peu au Disneyland Hotel. Bref, j'ai tellement hâte de voir ça en vrai. D'ailleurs, on refera une vidéo au moment de l'ouverture du land pour analyser ensemble tous les parcours, tous les dark rides, et pour essayer de s'immerger un peu plus dans l'ambiance générale du land. Mais je pense qu'il sera temps aussi qu'en 2025, j'aille découvrir par moi-même cette zone qui a l'air absolument extraordinaire. 2025, c'est une année aussi importante pour moi puisqu'il y a aussi l'exposition universelle au Japon, à Osaka, que j'ai bien envie de découvrir également. J'ai très hâte aussi bien sûr de lire vos avis en commentaire, mais aussi vos impressions sur les principes techniques de certains rides. N'hésitez pas aussi à donner plus d'informations parce qu'il y avait tellement d'informations à raconter, j'ai essayé de lister tout ce que j'ai vu, mais il y a peut-être des détails qui m'ont échappé. Et d'ici que cette zone ouvre, c'est-à-dire le 6 juin 2024, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!